On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, quels sont les impacts sur la Maison de la Famille à Saint-Jean, famille à cœur, autant pour eux-mêmes que pour les services qu'on offre et visiblement, on ressent de la vulnérabilité auprès de la clientèle. Mais d'abord, parlons de fraises qu'on peut cultiver à cette période-ci de l'année et en livrer pour Pâques. C'est le cas de nos amis de Potager Verger Érablière Montrouge à Rougemont. Est-ce qu'il est possible de produire et donc de manger des fraises du Québec, non pas juste l'été, mais à d'autres moments de l'année? Il semble que oui. Notre invité est là pour le confirmer. Je vous le présente à l'instant, propriétaire du potager et érablière Montrouge à Rougemont, Philippe Beauregard. Bonjour et bienvenue. Merci de m'accueillir, Éric. Ça fait plaisir. Bonjour aux téléspectateurs. Bon, là d'abord, juste pour faire une histoire courte, le potager existe depuis combien de temps? Depuis 1987, c'est l'entreprise familiale. Donc, on a tout le temps vendu nos récoltes au marché Jean Talon. J'ai été élevé sur la ferme. Mais plus précisément, en 2016, on a acheté un verger qui était ouvert à l'autocueillette, moi puis ma sœur. Puis de là, on est parti avec un volet agro-touristique très, très fort, qui est en pleine croissance, puis qui nous a mis en plus sur un piédestal avec la COVID, dans le mouvement d'acheter local, puis d'encourager les producteurs du coin. On a vu une très grosse vague d'amour et d'achat en même temps. Donc, potager, verger, puis là, maintenant aussi, érablière? On n'a pas le choix. Il faut innover. Il faut aller où est-ce que le courant nous amène. On est des entrepreneurs, premier lieu, pas nécessairement juste des agriculteurs. Donc, on fait ce qui nous passionne. Puis, l'érablière s'est présentée à nous. On n'a pas eu le choix de sauter sur l'occasion puis d'apprendre le métier de sériculteur. Mais donc, acheter une érablière alors que le monde des sucres vit à peu près le pire moment de l'histoire où l'année passée, la saison s'est faite couper au début. Là, cette année, bien là, évidemment, on ne peut pas recevoir les gens nécessairement en salle, donc vous avez des moyens alternatifs. C'est quand même... ça prend une bonne dose, disons, de courage. Moi, sur les bancs d'école, on m'a appris, j'étais à l'ITA, que des fois, pour embarquer dans la vague, c'est bon d'embarquer dans le creux. Ouais. Mais pour ce qui est de l'érablière Montrouge, plus particulièrement, oui, il y a une salle à manger. Présentement, il n'y a pas d'offre qui est faite, mais il y a une très, très grosse engouement pour la vente ou l'achat des produits d'érable. Donc, autant qu'on a vu un engouement pour le canage de tomates, par exemple, à l'automne dernier, bien là, on est dans l'engouement de... C'est typique aux Québécois, là, le temps des sucres. Donc, autrement dit, on sait que cette année, évidemment, avec la COVID, on ne peut pas recevoir le monde dans la salle à manger. Mais vous savez qu'évidemment, ça ne sera pas toujours de même, j'espère. En effet. Un jour, mais dans le fond, c'est stratégique, puis ça s'inscrit dans la continuité un peu de l'entreprise. Dans le but de stabiliser un plusieurs secteurs névralgiques, dont les liquidités à la ferme, la main-d'œuvre. Donc, à la place de mettre plusieurs personnes sur le chômage au 31 décembre, on peut les garder. Donc, la rétention d'employés, se faire, exemple, une meilleure qualité là, d'employés sur le terrain. Le but, c'est de rouler à l'année, mais de stabiliser aussi, de ne pas avoir des pics pour fatiguer tout le monde, puis après ça, d'avoir un temps mort. Donc, c'est un peu ça l'idée. Quand on s'est parlé, évidemment, via Messenger dans les derniers jours, on parlait entre autres de la production de fraises. Puis ça m'a cliqué quelque chose parce que ça fait environ 3-4 semaines que ma conjointe qui fait l'épicerie ramène à la maison des fraises de serre. Moi, je ne savais pas qu'au Québec, on produisait des fraises à l'extérieur de la saison de l'été. Il y a les fraises d'automne là, dont on entend parler, mais ça reste qu'on est toujours dans le créneau du mois de juin au mois d'octobre. Or, entre le mois de novembre et le mois d'avril, il se produit de la fraise au Québec? Tout à fait. C'est un créneau très, très particulier où est-ce que peu de producteurs vont s'engager parce qu'il faut avoir le marché. Donc, il faut vendre à la porte pour aller chercher un minimum de rentabilité. Puis, avec notre boutique à la ferme, avec les autres produits qu'on a en boutique, avec les médias sociaux qui fonctionnent très, très bien pour nous faire connaître, on est le modèle d'affaires qui est le plus prisé pour être capable de faire une belle vente, là, une belle histoire de succès avec la production de fraises en serre. Moi, il y a deux choses qui me frappent. Oui, évidemment, avec la COVID, certains ont parlé d'autosuffisance. C'est vrai parce que là, on s'est rendu compte qu'on était dépendant de certains produits, surtout au début de la pandémie. Mais au-delà de ça, entre autres les fraises. Oui, tu peux t'acheter des fraises qui ne sont pas tant chères à l'épicerie, mais les fraises de la Californie, quand tu les coupes en deux, c'est assez blanc dedans. Ça coûte pas grand-chose. C'est pas mûri sur le plan, c'est ça le défi. Ils sont pas tant chers. Même l'été, des fois, c'est sûr que tu fais le... Il y a tout un coup, tu regardes un casseau de fraises de la Californie puis ceux du Québec. C'est quasiment 5 fois le prix, des fois. Mais ils ne goûtent pas pareil, on s'entend, là.
Puis, tu sais, t'en viens parfois à la réflexion comme consommateur, bien, tu te dis, tant qu'à ça, tout se bien de pas en acheter pendant 6 mois, puis on en mangera quand ils viendront d'ici, puis ils seront bonnes. Or, le produit des fraises de serre est excellent. Bien, il est mûri sur le plant. Ça, c'est le premier point. Les variétés sont choisies, c'est ceux-là d'été. Donc, c'est de la fraise qui a été produite, les mêmes variétés qu'on a là, dans le temps de la Saint-Jean-Baptiste, dont sont vraiment sucrées. C'est de la fraise qu'on pourrait faire des confitures avec, là, mais vu la technologie, les coûts que ça importe, c'est sûr qu'on les déguste une après l'autre. On ne fait pas une cuisine avec ces fraises-là. Bon, est-ce que c'est compliqué de faire pousser des fraises au Québec l'hiver? Du tout. Du tout, parce que pour moi, c'est un hobby. Tu as eu la chance de nommer plusieurs points qu'on touche là, en termes de production à la ferme, puis la beauté dans la fraise de serre, puis dans la sériculture plus particulièrement, c'est que tout se contrôle à distance. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de points, de paramètres qu'on est capable d'être averti quand c'est le temps d'irriguer, quand il y a des points de chaleur, quand l'humidité est pas assez haute, trop haute. Donc, ça n'enlève pas le fait qu'il faut aller quand même faire le train, un peu comme le train pour les animaux, mais ça se fait quand même tout de même bien. Là, c'est sûr que, vu le succès qu'on a, vu le fait aussi qu'on a une certaine expérience, ça fait quand même 3 saisons là, qu'on est à la production de fraises de fin janvier à la fin mai à peu près. Le but, c'est de marier les calendriers. Donc, dans mon cas, je veux avoir de la fraise de serre pour le début, milieu avril, puis aller marier mon calendrier de fin de récolte de fraises de serre avec lui du début de fraises de champ. Donc, je ne veux pas avoir de fraises de serre quand les fraises de champ ont débuté, puis je ne veux pas avoir de trous entre les deux pour garder le client. Parce qu'il faut se rappeler, la fraise, j'ai une ferme maraîchère, j'ai toutes sortes de légumes en vente, de fruits aussi, mais c'est la fraise que je vends le plus dans toute l'année. C'est un des fruits que les gens mettent pratiquement automatiquement dans leur panier quand ils sont à l'épicerie. Donc, la fraise, ça se vend facilement si on a un beau produit, mais il faut être capable aussi de l'ajouter à son horaire. Là. Puis, on le vend où? Bien, idéalement à la ferme, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs qui m'ont appelé, savoir j'aimerais ça le mettre de l'avant dans mon épicerie, ça serait une belle opportunité de faire la promotion. Mais de là vient une marge que le revendeur se prend, puis de là est moins intéressant la revente. Je reviens à mon exemple de tantôt où je disais que ma conjointe en achète depuis quelques semaines. Bon, celle qu'elle achète ou celle qu'on a en épicerie, ça vient de Savoura. Bon, évidemment, cette entreprise-là doit avoir des moyens probablement gigantesques. Là, je connais pas. On connaît le nom, c'est une grosse entreprise. Maintenant, quelqu'un qui veut produire à cette échelle-là, est-ce qu'il y a de la place pour du développement? Est-ce qu'il y a une rentabilité pour ça? Si on voulait, disons, dire, OK, mais je sais pas, moi, l'hiver prochain, là, je vais en produire 3 fois plus que cette année. Tout à fait, parce que si on veut aller sans trop dans les détails, je suis pratiquement sûr que Savoura est dans la fraise d'automne. Donc, c'est une fraise qui a été plantée au mois d'octobre, milieu novembre. Puis, c'est en production une partie de l'hiver, dans la hors-saison des producteurs en champ. Okay. Cette fraise-là demande, quand on est dans le pire de l'hiver, avec les jours courts qu'on a en termes d'ensoleillement, avoir une lumière artificielle, d'avoir une entrée de CO2 pour venir maximiser les paramètres, puis s'assurer que le chauffage, on l'envoie pas dans la serre pour rien. Dans mon cas, la fraise d'été, ça se produit super bien sans nécessairement avoir l'éclairage artificiel. Puis, ça va venir donner un temps de récolte vraiment précis. Donc, on sait que quand on va planter la fraise d'été, par exemple, quand que les plants tombent en fleurs, bien, c'est 5 semaines. Donc, fin février, j'étais en floraison. Bien, je sais que j'allais avoir des fraises pour Pâques. Puis, on est une journée ou 2 avant Pâques, puis on en a sur la table. Puis, c'est quoi la différence entre la fraise d'été et la fraise d'automne en termes de... Bien, la fraise d'automne, je ne suis pas le spécialiste là, des cultivars, mais la fraise d'automne, en fin de compte, est moins affectée par la luminosité, la photosensibilité. Okay. Donc, la fraise d'automne va commencer à être récoltée pour la milieu fin juillet en Montérégie, puis elle va être récoltée jusqu'à temps qu'elle est gelée, donc milieu fin octobre. Tandis que la fraise d'été, le plant, il y a déjà une certaine quantité de fraises qui est capable de produire, tandis que la fraise d'automne, elle peut produire en continu. Donc, la fraise d'automne, tu peux la cultiver en serre aussi? Oui, on peut la cultiver en serre. Il y a beaucoup moins de rendement, mais échelonné sur une période de temps beaucoup plus longue. Donc, d'où la raison pourquoi, exemple, Savoura peut avoir des fraises de fin décembre à aller jusqu'à ce printemps, quand que lui non plus ne veut pas avoir de la fraise à vendre quand que la fraise de champ sort. La seule différence, c'est que moi, en ayant un point de vente à la ferme, je viens créer de l'engouement pour un produit que je n'aurais pas
en début de saison où est-ce que j'aurais pas nécessairement de fruits à vendre. Puis ça vient... Il n'y a personne qui rentre dans la boutique pour acheter que des fraises. Il n'y a pas du jus de pomme, un pot de miel, mais donc, des tartes, les fraises que etc. vous produisez, ils sont en vente uniquement chez vous? Malheureusement, oui. Si, exemple, là, j'ai 3500 plants présentement dans la serre, environ 10 fraises par plant. On parle de 35 000 fruits. C'est à peu près un tiers des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui pourraient en avoir une. C'est combien de casseaux, ça? C'est 2000 paniers, 2000-2500 okay. paniers. Là, je vais m'étirer le bras, je vais juste faire attention, je vais tasser le micro un petit peu, je sais que ça va faire du bruit, mais je veux vraiment les montrer. Écoutez, c'est des bijoux parce qu'on est dans des conditions parfaites pour la serre. C'est sûr qu'il y a tout le temps l'erreur du débutant ou, dans mon cas aussi, là, je peux faire maximiser mes connaissances là, en termes, parce que j'étais pas dans ce milieu-là avant. Là. Ça a tout été appris, disons, à froid. Dans le fond, vous autres, cette année, vous produisez à peu près l'équivalent de 2000 casseaux comme ça. J'ai goût de dire que ça va être plus parce qu'on a un 20 additionnel de rendement là, de par toutes sortes de petites améliorations qu'on a faites comparativement aux années précédentes. Ça se vend combien un casseau comme ça? On va chercher un 9-10 $ le panier. Donc, c'est à peu près 75 sous, 1 $ la fraise. C'est pas de données. Mais sont belles, sont bonnes, puis ils goûtent bon. Ça fait peur bon, là, je le sens quand aussi, on mentionne ça, là, mais je connais personne qui a regretté de les avoir achetés pour les années précédentes. C'est un petit luxe, mais un petit luxe le fun, comme je dis. Tu peux t'acheter des fraises à 2 piastres à l'épicerie, mais ils goûtent 2 piastres. C'est pas comparable. Comme je vous dis, ils sont rouges jusqu'au centre, c'est sucré, puis on se créerait déjà pour le week-end de la Saint-Jean-Baptiste. Mais est-ce que je me trompe ou j'ai comme l'impression que dans les années à venir, il y a beaucoup d'agriculteurs ou de jeunes agriculteurs qui vont peut-être se tourner vers ce genre de culture-là, là, avec des serres et tout ça? Je ne te cacherai pas, Éric, qu'il y a déjà des projets d'agrandissement. Là, on a la chance d'avoir des belles subventions qui sont offertes là, de par le ministre Lamontagne. Là. Puis c'est la production séricole, là, si je ne me trompe pas, pour 2021-2024. Puis il va en avoir plus de fraises au potager Mont-Rouge, je peux vous le dire. Mais reste que c'est... sans nécessairement... Moi, je trouve que c'est important pour les gens qui sont à la maison de comprendre que l'agriculture n'arrête pas au 31 octobre avec l'Action de grâce. On n'est pas à la maison à se tourner les pouces. Surtout la relève, on est débordant d'énergie. On veut que ça fonctionne. On a aussi le support de tous les consommateurs qui nous suivent. Donc, je ne suis pas le seul à vouloir développer des idées comme celle-là. Puis si ça peut en encourager d'autres, bien, je souhaite à tout le monde d'embarquer. Là. Donc, si on passe à Rougemont dans les prochains jours, il va en avoir? Écoutez, il va y avoir de la fraise puis une bonne tire sans neige disponible. En plus. Juste pour... Vous êtes où exactement à Rougemont? À Rougemont, on est... le potager Mont-Rouge Alta-Gourmande est situé au 154 rang de la montagne. Puis l'Érablière est situé sur le chemin du Moulin, le 540. Puis on a une super belle activité pour Pâques, là, c'est la chasse au coco. Donc, ça se passe à l'Érablière où est-ce que les gens en famille peuvent parcourir les sentiers qu'on a mis à leur disposition, profiter du réduit de la cabane, puis nous rencontrer. Tu sais, ça neige, le coco de Pâques au chocolat. Assez pour profiter, faire comme s'il n'y avait plus de COVID pendant un certain temps. Potager, verger, érablière Mont-Rouge à Rougemont, puis des fraises pour Pâques. Une belle récolte de fraises de serre, fraises d'été de serre, hein? C'est ce qu'il faut dire. Hein? Oui. Philippe Bourgard, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci de m'avoir accueilli. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la Maison de la Famille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Famille à cœur. Comment se vit la pandémie? Pas toujours simple. Il faut continuer d'aider les familles. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey, tu chantais en don, mais c'est la fête à Céline aujourd'hui. Oui, on va fêter ça avec Sylvain Patry et Corinne Laframboise cette semaine. Comment tu disais ça? Je danse. Je danse dans ma tête. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain.
dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Depuis un an maintenant, ici même à cette émission, on a reçu plusieurs acteurs socio-économiques, communautaires, parler des impacts de la COVID. Qu'en est-il de cette maison de la famille qu'on appelle ici Famille à cœur, qui est toujours en opération, qui a dû, comme tous les autres, un peu adapter ses services, faire face aussi à la demande? Avec nous pour en parler, Manon-Hélène Desjardins. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Comment se vit la COVID à Famille à cœur? Deux mots-clés, adaptation et créativité. Vraiment beaucoup. En fait, depuis le début, j'étais assez étonnée de voir qu'il n'y avait pas trop d'impact dans les premiers mois, dans le sens de pas de gros changements au niveau de la hausse de demande de soutien, d'aide ou peu importe de quel type. Mais là, dans les dernières semaines, derniers mois, là, depuis le retour des fêtes, je dirais, là, on voit vraiment une recrudescence, puis c'est ce qui est préoccupant pour la suite aussi. Mais c'est bizarre à dire, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit ailleurs. Je faisais des entrevues avec Maison Ina au printemps, puis c'était, non, écoutez, c'est après. Dans les soins de santé, santé mentale, même affaire, centre de prévention du suicide au printemps, même discours que vous, là. Donc, c'est comme si on va au début, bon, il y avait la PCU, tout ça, puis c'est dans le moyen-long terme que ça laisse des traces, là. Puis là, vous le voyez maintenant, là. C'est l'usure du temps. J'appelle ça l'usure du temps. La fatigue s'installe. Tu sais, on est dans un climat de changement, d'incertitude, d'incompréhension. On n'a pas tous la même capacité d'adaptation au changement non plus. Les contre-coups ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a eu des pertes d'emploi. Il y a eu plein de conséquences. Puis ce que je dis souvent aussi, c'est que déjà avant la pandémie, si on parle des organismes communautaires, peu importe le domaine d'intervention, on le sait qu'il y avait des difficultés, un manque de financement, des ressources limitées, etc. On voit la même affaire dans les CHSLD. Fait que tout ce qui était déjà latent avant la pandémie, là, c'est comme si ça devient exacerbé, ça pop de partout. Puis les contre-coups vont se faire sentir après aussi, là. Je présume, comme un peu tout le monde, vous avez transformé beaucoup de rencontres ou d'ateliers en virtuel? Tout à fait. Absolument. Surtout dans les premiers mois, là, on avait des consignes, puis ça aussi, c'était un autre défi. Au début, les consignes arrivaient, puis étaient contradictoires. Oui, puis ils changeaient tous les jours. Oui, c'est ça. Fait que fallait s'adapter rapidement. Donc, on a mis beaucoup de services en virtuel au départ. Puis là, aujourd'hui, on est, je dirais, dans un mix de tout ça. Donc, on fait un peu de présentiel dépendant des services quand c'est possible. C'est au niveau de la relation d'aide, par exemple. Là, il y a des gens qui ne sont pas confortables en virtuel. Ça ne répond pas aux besoins. Donc, on garde l'ouverture de pouvoir les recevoir en présence. Fait que c'est un mix de tout ça. C'est vraiment présentiel, virtuel, téléphone, c'est ça. L'impact sur l'équipe aussi, ça a donné quoi? Bien, vraiment, croiser les doigts, ça va bien. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'impact du tout. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de fatigue. Tu sais, on regarde au niveau de la halte garderie tout ce que ça demande comme adaptation. Les intégrations des enfants dans 0 à 18 mois, c'est pas la même, là. Ils sont beaucoup plus isolés. Fait que quand on fait de l'intégration, ça se passe plus de la même façon. C'est un peu plus difficile. Il faut y aller plus en douceur, il faut y aller plus lentement, graduel. Fait que c'est sûr que ça a plein d'impact sur l'équipe. On a réussi à bien se préserver. T'sais, on a, à un moment donné, diminué les heures de tout le monde. On a donné la semaine de relâche en congé. On a mis des mesures en place pour préserver l'équipe parce qu'ils font partie de la communauté comme les autres. Ils ont des familles aussi. Fait qu'ils ont aussi subi des impacts de cette pandémie-là dans leur vie personnelle. En gros, vous sentez quoi de la vulnérabilité auprès de votre clientèle? On parlait d'usure du temps tantôt. Évidemment, il y a eu plus de séparation, il y a eu plus de toutes sortes d'affaires. Les gens peuvent imaginer, mais fait que c'est surtout ça, c'est de la vulnérabilité? Oui, puis le visage, tu sais, on dit le visage de la pauvreté a changé, la vulnérabilité a changé aussi. Souvent, on associait la vulnérabilité avec un certain niveau de revenus, là, tu sais, Puis c'est plus le cas, là. Là, je veux dire, la classe moyenne, la classe aisée, tout le monde subit des contre-coups à différents niveaux, de différentes façons, des impacts. Là, il y a plein d'impacts pour plein de gens.
Ce qui fait qu'on a reçu des demandes, d'exemple, d'aide alimentaire, de familles qui, en temps normal, ça va bien. Fait qu'ils ne savent même pas que ça existe, bien souvent. Ils ne savent pas où s'adresser s'ils ont une idée que peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourrait les aider. Fait que ça, on a vu beaucoup ça aussi dans les derniers mois, là. Il y a un phénomène dont on n'a pas beaucoup entendu parler depuis la dernière année, puis c'est intéressant parce que je le voyais dans le texte du Canada français de Marie-Pierre Gagnon la semaine passée. On parle de détresse postpartum. Puis c'est là où on se dit, avant la pandémie, il y a du monde, il y a des femmes qui étaient enceintes, qui ont fini par accoucher peut-être en début de pandémie ou en milieu de pandémie. Il y en a peut-être qui sont tombées enceintes pendant la pandémie puis qui viennent d'accoucher ou vont être sur le bord d'accoucher. Ou il y en a d'autres qui étaient déjà en congé de maternité. C'est tout un contexte. Comment ça se vit, ça? Ben, tu sais, on dit déjà, il y a un sentiment d'isolement. Tu sais, je veux dire, souvent, tu es en congé de maternité, c'est plus comme c'était, il y a plus de monde sur le marché du travail. Donc, le briser l'isolement avec les services qu'on offre en temps normal, malgré que c'est rendu le temps normal, mais en temps normal, ça devient difficile parce que il y a la crainte qui se mélange à tout ça. Fait que les mères puis les pères, on se cachera pas, il y a des congés de paternité aussi dans tout ça. Fait que les parents se retrouvent à la maison, plus de réseau social autour pour venir leur donner un coup de main. Donc, le filet de sécurité, il s'amincit, il se fragilise grandement avec ça. Sort plus de la maison, reste dans la maison, puis surtout principalement dans les dans le premier 3 à 6 mois. Plus de réseau social, plus de filet de sécurité. Fait que là, ça devient comme... Puis vivre tous les contre-coups aussi, l'incertitude. Tu sais, il y a beaucoup d'anxiété. Autant au niveau des nouveaux parents, puis là, je dirais vraiment toutes les couches d'âge. Tu sais, dans notre service du courrier des enfants, on le voit aussi, là. Fait que ça, c'est préoccupant. Ça, c'est préoccupant. Parce que l'autre chose, évidemment, au printemps, tout le monde a été forcé à télétravailler. Donc, ce qui voulait dire de travailler avec des enfants dans la maison qui n'allaient pas à l'école. Moi, je l'ai vécu dans mon entourage, pas moi directement, mes enfants sont trop vieux, mais je pouvais imaginer, pour avoir eu déjà des jeunes enfants, ce que ça pouvait être de les avoir à la maison à temps plein pendant que tu essayes de travailler puis de garder ta job. Ouais. Après ça, évidemment, là, des fois, il y a des classes en isolement avec les enfants qui viennent à la maison. Même chose pour les garderies. Puis là, bien, le gouvernement dit aux parents de 65 ans et plus, idéalement, essayez de ne pas garder vos petits-enfants. Ça fait beaucoup de contraintes, ça, pour des gens qui ont, disons, des enfants d'âge, disons, de 0 à 12-13, là. C'est pas simple, là. C'est pas simple, puis je pense que c'est là où ça devient important, quand tu as un statut d'employeur, de démontrer une grande flexibilité, de faire preuve de compréhension. C'est sûr qu'on a, si je prends l'exemple chez nous, oui, on a des services à donner, on a des services à offrir, mais si je le fais sans tenir compte de mon équipe, je veux dire, au détriment... Tu ne peux pas exiger d'un employé qui t'offre la même production alors que ses enfants sont dans la maison 24 heures sur 24. Là. Oui, puis on en parle. Là. Il y a eu une émission encore là, dernièrement là, sur la performance, là, le stress de performance, puis tout ça. Fait qu'il y a bien des gens qui sont touchés par ça. Ça amène un stress supplémentaire. Fait que je pense que... on le voit, là, les impacts des familles de vouloir avoir le même... sans nécessairement même avoir le même rendement au travail, mais avoir un certain rendement. Mais, tu sais, il y en a qui ont 2, 3, 4 enfants. Là, il faut que tu travailles, il faut que tu t'occupes des enfants. Tu veux qu'ils assistent au Zoom, tu veux qu'ils fassent leurs travaux. Puis, tu sais, j'aurais envie de dire aussi, les enfants dans tout ça, ils ont eu une année spéciale, eux autres aussi, là-dedans. Là. Bien, je ne sais pas dans le courrier qu'est-ce qu'ils écrivent, là, mais... Dans le courrier, c'est très préoccupant parce que il y a beaucoup, beaucoup d'anxiété. Ils ont peur, ils ne comprennent pas, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe, puis ils se demandent qu'est-ce qui va arriver aussi. Quand est-ce que je vais revoir mes amis? Puis là, je m'ennuie de mes grands-parents, puis je comprends pas, puis, tu sais, ça va pas bien à l'école, puis c'est difficile, puis je comprends pas. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Ouais. Ils sont comme dans une zone grise, fait que ça génère beaucoup d'anxiété. Et vous leur répondez quoi? Ah, mon Dieu. Moi, je réponds pas aux lettres, non. Mais mon équipe... Ceux qui répondent, en tout cas, je pense que... je pourrais pas dire textuellement ce qu'ils répondent, mais clairement qu'ils sont bien outillés pour ça,
pour les guider, parce que le courrier plume, c'est ça aussi, hein, les guider vers un adulte de confiance, vers les ressources qui existent. Tu sais, il y a eu plein de belles ressources qui ont été mises en place aussi, puis du soutien téléphonique. Bon, ça ne remplace pas l'humain, mais quand même. Fait que c'est de les référer aux bons endroits, de la bonne façon pour aller chercher, aller leur mettre assurer le filet de sécurité. Donc, en résumé, vous avez passé au travers jusque-là. Oui. Vous vous êtes adapté, créatif évidemment. On entend ce que vous nous dites par rapport à cette préoccupation-là que vous avez. Mais dans le fond, au final, vous êtes là. Ah, tout à fait. On a été là tout le long, même quand on a été complètement fermé. Toute l'équipe au complet s'est mise sur le téléphone. On appelait les familles, les bénévoles qui viennent chez nous à chaque semaine, s'assurer. Puis c'est comme ça qu'on a réussi aussi à récupérer des situations qui auraient pu dégénérer, là. Donc, famille à cœur, toujours présente et utile, et donc qui continue d'offrir des services et qui s'adapte face à la situation. Évidemment, un de ces jours, il y aura un après-crise et on retrouvera une certaine normalité. On le souhaite. Mais bref, on aura tous appris de ça. Merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Très important, à compter de la semaine prochaine, il y a des changements à l'horaire des collectes. Ça touche autant les ordures, le recyclage que le compostage. Ça risque de ne pas être les mêmes journées, pas les mêmes semaines. Il faut vérifier sur compo.qc.ca. À demain. Bye-bye.